I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias. Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans l'épisode 5 de Papa Parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui, c'est une première, nous avons un invité. Alors malheureusement, je n'ai pas mon acolyte avec moi, Thomas, mais j'ai aujourd'hui Anthony. Anthony qui est un papa que j'avais envie d'interviewer parce que il a une vie somme toute un peu originale. Il est chef d'entreprise, il est... on pourrait dire fermier, on peut dire qu'il est aussi meunier, qu'il est menuisier, qu'il est... Enfin voilà, il a plein de cordes à son arc et j'étais très curieux de l'interroger sur qu'est-ce que ça fait d'être papa quand on a tout ça à faire et comment on gère tout ça. Voilà, donc bonjour Anthony. Bonjour Pierre-Yves. Est-ce que je me suis trompé en te décrivant ? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres cordes ? Non, il y en a pas mal. Il y en a une peut-être aussi où je suis chauffeur de bus. Ah oui aussi. Voilà. Et puis effectivement, je suis directeur de ma ferme pédagogique qui s'appelle le Domaine de Saint-Jean. Ouais, Domaine de Saint-Jean. Et aussi, maintenant tu gères... comment t'appelles ça ? Tu es tour opérateur pour des séjours à l'extérieur, mer... et montagne aussi. Oui, nous sommes spécialisés sur les classes découvertes, aussi un peu les colonies de vacances, mais effectivement surtout sur les classes découvertes maintenant depuis 2020 sur l'extérieur. Cool, ok. Je vais te poser des petites questions qui seront des questions qu'on pose à chaque fois. Déjà, à partir de quand tu t'es posé la question de devenir papa ? Et est-ce que c'était une envie particulière ? Est-ce que tu y avais réfléchi avant ? Enfin, voilà. Alors oui, il y a longtemps que j'imagine que je vais devenir papa. Je crois que depuis que j'ai 10 ans, je pense que je rêvais d'être papa. Ah ouais, depuis tout petit ? Ouais, depuis tout petit. Et finalement, même quand je suis arrivé à la fac, autour de 18 ans, donc mon idée c'était qu'à 26 ans, j'aurais 2 enfants. Bon, la vie a fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et puis, d'accord, donc tu as 3 enfants. Et tu as quel âge ? J'ai 36 ans. Ok, d'accord. Bon, c'est pas mal quand même. Oui, non, c'est pas mal. Oui, j'ai pas été déçu par le fait de ne pas atteindre mon objectif de mes 18 ans. D'accord. Et à partir de quand tu as su que tu allais devenir papa ? Et à partir de quand tu t'es senti papa ? Alors, j'ai su que j'allais devenir papa, eh bien, en gros, c'était en février 2012. Ouais. Voilà, donc mon premier fils Maë est né, lui, en septembre 2012, donc c'était à peu près... Comment tu l'as appris ? Delphine, donc ma femme, a fait un test. Et d'accord. Donc, du coup, je me rappelle encore, elle était dans la salle de bain, et donc elle a fait le test, et c'est moi qui suis allé voir sur le test si savoir il y avait 1 ou 2 traits pour savoir si elle était enceinte. Donc voilà, donc c'était vraiment super. C'était un projet qu'on avait. C'était attendu. Ouais, tout à fait. C'était voulu. C'était donc pas de surprise et on était même heureux que ça aboutisse. Ouais. Et après, à partir de quand je me suis senti papa, je sais pas si j'ai un moment précis. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je me rappelle toujours de la naissance de mon fils et surtout au moment où Delphine a perdu les os, puisque c'était un soir à 23h. Et eh bien, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en train de m'endormir dans le lit. Et quand Delphine donc m'a dit « Oh, j'ai perdu les os !» Et donc, du coup, tout de suite, je me suis réveillé. Et là, je me suis dit « Bon, alors là, je vais être papa. » Et la première chose que j'ai fait, c'est que je suis parti prendre une douche. En me disant, il faut que je sois bien quand même. Il faut que je sois présentable pour mon fils. Voilà, mon fils va arriver, etc. Donc, je suis parti prendre une douche. Et puis ensuite, nous sommes partis à la maternité. Et puis voilà. Donc, ça, c'était le premier, on va dire, où vraiment, je me suis dit « Bon, là, ça s'approche. » Et ensuite, vraiment, ce qui m'a fait prendre conscience que c'était pas comme avant, hein, c'est-à-dire qu'on serait plus 2 mais 3 à partir de ce moment-là, c'est lors de l'accouchement où, en fait, quand mon fils est né, surtout que quand il est né, j'ai pas coupé le cordon parce que il a mis un peu de temps à sortir, donc c'est les sages-femmes qui ont coupé le cordon très rapidement, qui l'ont emmené tout de suite, en fait, dans la salle juste à côté. Et en fait, c'était un moment, en fait, je crois, peut-être un des moments les plus longs de ma vie, puisqu'il a dû avoir peut-être 3 secondes, mais 3 secondes qui m'ont paru extrêmement longues. Et en fait, je ne savais pas ce qui se passait, hein, première fois que tu vis ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand mon fils s'est mis à pleurer, donc au bout, je pense vraiment de 3 secondes, en fait, j'ai vraiment toute l'émotion qui est sortie en me disant c'est bon, il est là, voilà, c'est bon, il est vers nous. Et puis après, toute la découverte, voilà, qu'on a les premiers mois, les premières mêmes années.
tout ce partage qu'on a, où on a envie d'en profiter pleinement. Et même moi qui ai un travail qui était très prenant, en fait, j'ai su à ce moment-là m'organiser. Alors, chose que je pensais faire avant, mais en fait non, à m'organiser pour justement prendre du temps, notamment le soir, finir mes journées à l'heure où j'avais prévu, et après être vers Maë. Voilà. Et donc, vu que tu parles de ça, justement, par rapport à la gestion du temps, ça c'est une question qui revient souvent et que je me pose moi-même dans mon organisation. Qu'est-ce qui fait justement qu'avant, tu prenais pas ce temps, peut-être pour faire d'autres choses, et maintenant, enfin, comment tu as trouvé les ressources pour trouver du temps? Alors ça, je me suis souvent posé la question et j'ai rarement eu la réponse. C'est peut-être juste une motivation plus forte, hein, mais... Ouais, je pense que c'est peut-être intrinsèque, en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était... Voilà, c'est mon fils et je vais pas dire que j'avais pas le choix parce que ça n'a pas été une contrainte, mais pour moi, c'était comme ça. Voilà, j'avais décidé avec Delphine d'avoir un enfant, donc je devais être présent. Surtout qu'en plus, Delphine travaillait aussi en parallèle. Donc c'est vrai que c'était à moi de prendre le relais et je voulais pas que notre enfant aille, peut-être comme certaines familles qui, eux, malheureusement, elles n'ont pas le choix, chez la nounou jusqu'à 19h, le temps que les parents viennent travailler. Moi, j'avais la possibilité d'organiser mon travail, de travailler après son coucher le soir ou travailler plus tôt le matin, donc je trouvais ça tout à fait normal que, effectivement, dès que moi j'avais fini mon travail obligatoire, si j'ose dire, mon temps incompressible de la journée, dans mes animations pédagogiques auprès des enfants, ça me semblait normal que je prenne ce temps-là pour m'occuper de mon fils. Ok. Et donc voilà, on prend le temps, souvent enfin tu me dis si je me trompe, mais le premier mois, il y a un peu l'euphorie de la chose, etc. Est-ce que tu as identifié un moment où tu as pu vraiment ressentir des difficultés, où tu t'es dit ouah, ça prend du temps, ou je suis fatigué, ou enfin est-ce que tu as identifié des choses sur lesquelles ça a pu être difficile, ou soit que tu n'avais pas anticipé, soit tu avais anticipé mais finalement c'était plus dur que prévu, ou... Alors c'est vrai que finalement, malgré tout ce qu'on peut lire, entendre des amis ou même des connaissances, c'est vrai je pense qu'on n'est pas préparé à exactement comment va se dérouler en fait le fait d'être papa. C'est plutôt c'est nouveau, voilà. Donc je pense qu'effectivement chacun fait comme il peut et selon aussi ses visions. Et moi je me rappelle m'être dit une chose, c'est lorsque Maë, donc notre premier enfant, pleurait. Et que des fois, t'es un peu impuissant parce qu'il veut pas être bercé par toi, ou enfin, tu te sens un peu impuissant. Je me suis dit, là, il faut qu'on tire notre chapeau à toutes ces familles qui, malheureusement, sont monoparentales et qui sont toutes seules et qui, malheureusement, n'ont pas la possibilité de déléguer à l'autre parent. Nous, c'est vrai qu'avec Delphine, on s'est assez bien complété là-dessus. Et donc, ça nous a permis, je pense, de grandir et d'apporter plein de choses donc, ce que tu dis, c'est que, pareil, ça arrivera souvent que j'essaye de reformuler. Tu me dis si je me trompe à chaque fois, hein. Mais le fait d'être à deux et de savoir passer le relais, ça a été hyper important. Ah oui, parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai jamais vu le fait d'être papa comme une contrainte. C'est-à-dire que ça m'a jamais pesé. Même quand il a fallu, Maë, au début, c'était compliqué pour les nuits, il a fallu bercer très longtemps, il s'endormait que dans nos bras, quasiment pendant 6 mois. Donc c'est vrai que ça aurait pu paraître compliqué vu de l'extérieur, etc. Pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait normal. Et effectivement, le jour où moi, par exemple, ça me pesait, en fait, c'est Delphine qui le faisait et il n'y avait pas de nécessité d'arriver à la rupture où en fait on n'en peut plus et on a envie d'être tranquille, où on laisse pleurer jusqu'à temps qu'il se calme. Pas du tout. C'est vrai qu'on a pris ça. On a pris ça comme vraiment, pour nous c'était Delphine aussi, donc on parlait depuis très longtemps d'avoir des enfants, je crois depuis qu'elle a 8 ans, encore pire que moi. Vous êtes bien trouvé. Donc je crois que c'était, pour nous c'était vraiment la consécration d'un rêve qu'on avait depuis tout petit et qu'aujourd'hui il était comme ça. Après, je pense qu'effectivement devenir une famille, ça se construit et moi j'ai eu la chance qu'on l'a vraiment construit à deux. C'est pas un qui a tiré l'autre, c'était vraiment en fait des deux côtés où on a apporté nos connaissances ou nos compétences plutôt pour faire que notre enfant soit épanoui. Alors après, bien évidemment, nous on n'avait pas de moyens de comparaison, puisque c'était notre premier. Quand on arrive au deuxième, on est soit plus cool, soit un peu moins. Mais c'est vrai que du coup pour Maë, on a pris beaucoup plus de temps.
Et d'ailleurs, moi, j'ai pris beaucoup de temps avec Maë, et je crois que c'est un des enfants où j'aurai le plus de vidéos ou de photos avec les smartphones, etc., qu'on a pris, parce que en fait, on est fan aussi, en tant que papa, de découvrir. Quand notre fils va dire son premier mot, il va rire pour la première fois, il va dire papa ou maman pour la première fois, c'est des choses qu'on a envie d'ancrer, même si on l'a ancré dans la mémoire, d'ancrer avec tout ce qui est nouvelle technologie qui nous est offert aujourd'hui, quoi. Ouais, indirectement, tu soulèves un sujet qu'on peut-être on creusera plus dans une autre émission, c'est voilà, quand il y en a un deuxième qui arrive, ou un troisième, ou même plus, la notion de répartition du temps par rapport aux enfants. Et puis bah oui, forcément le premier, il y a toute la découverte, donc il y a un regard différent du deuxième, etc. Mais ouais, ça c'est, je le note. Merci. De rien. Une question qu'on aime bien poser aussi. Est-ce que tu avais une idée, en gros, de ce qu'allait être ton contrat de papa, c'est-à-dire ta mission de père? Est-ce que toi, tu avais une idée particulière de ce que tu... On l'a refait. Est-ce que tu avais une idée particulière de ce que c'était d'être papa? Alors, je pense que j'avais une idée. Voilà. Alors, quelle était l'idée? Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné au final? Ouais, alors qu'est-ce que j'avais comme idée? En fait, j'avais l'image, on va dire, du paternel, comme peut-être moi j'ai eu quand j'étais enfant, où finalement mon père travaillait et puis ma mère s'occupait beaucoup de nous, et voilà. Donc, j'avais pas forcément cette idée-là, mais en tout cas, voilà, le côté un peu, voilà, je vais être le papa, je vais lui apprendre des choses, etc. Mais en tant qu'adulte, et je vais apprendre à mon fils qui doit apprendre. Voilà, si j'ose dire, l'idée que j'avais. Donc ça, forcément, depuis 3 enfants, et puis depuis beaucoup de communication avec Delphine, beaucoup d'ouverture d'esprit avec des amis tels que toi ou d'autres personnes, c'est vrai que mon rôle de papa a complètement évolué aujourd'hui, du fait de prendre conscience de certaines choses dont j'avais absolument pas conscience avant, comme par exemple qu'un enfant était un être à part entière. Alors, bien évidemment, quand il naît, on sait que c'est notre enfant, que c'est, etc., mais c'est vrai, prendre en compte que c'est un être à part entière qui va apprendre selon ses envies et ses besoins surtout, et pas selon les besoins des parents. Voilà. Donc moi, ce que je voulais surtout pas, et ça, même si je le savais pas inconsciemment, je voulais surtout pas que mon fils soit le reflet de ce que moi j'avais raté. Voilà. C'est-à-dire que imaginons que si j'avais voulu être un joueur de professionnel de handball, j'aurais pas voulu le mettre à tout prix dans un club de hand en disant, bon, toi, à 3 ans, tu vas travailler dur parce qu'il faut que tu réussisses là où moi j'ai échoué. Et donc, justement, par rapport à ça, est-ce que tu as... là, c'est un peu plus personnel, plus que papa, mais est-ce que, justement, pour ne pas produire ce genre de choses sur tes enfants, est-ce que tu avais conscience des choses que tu as peut-être que tu regrettais ou que tu aurais voulu faire autrement? Enfin, est-ce qu'il y a des choses en particulier, justement, que tu aurais voulu faire autrement et que tu n'avais pas envie que tes enfants fassent pareil, ou en tout cas, t'avais pas envie de vivre à travers eux quelque chose, quoi, mais est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ou de... Alors, nous, ce qu'on s'est dit avec Delphine, c'est que la priorité pour nous, c'était notre famille. Notre famille, hein, donc quand Maë est née, donc on était une famille de 3, une petite famille. C'était notre priorité, mais surtout, on ne voulait surtout pas que, comme on peut l'entendre des fois, que notre vie s'arrête. C'est-à-dire que notre enfant soit on va dire un subterfuge, ou en tout cas pas une contrainte, mais une excuse pour ne plus rien faire. En disant, ouais, j'ai un fils maintenant, ah non, je peux plus être invité, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Nous, vraiment, Maë, on l'a promené partout. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein. Je veux dire, on a été, que ce soit au ski, que ce soit n'importe où, là où d'autres parents ont dit, oh non, ils sont trop jeunes, on le fait pas, il va attraper froid, etc. Donc ça, nous, on s'est refusé de faire ça en disant, voilà, nous, c'est aussi important que nous, on soit épanouis dans notre vie d'adulte et de couple, et que effectivement on soit et quand on s'occupe de notre enfant, on soit heureux de le faire et pas une contrainte en disant, oh là, il pleure encore, faut encore aller le bercer, etc. Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'est jamais posé la question et on s'est jamais pris la tête par rapport à ça, ou savoir quand il pleurait, ouais, c'est à ton tour, on tire à pile ou face. Voilà, c'était vraiment naturel. On sentait qui devait y aller, qui avait envie, en fait. Je veux dire, si on avait dû, on va dire, se prendre la tête, si j'ose dire, sur un truc, c'est plutôt en fait lequel de nous deux allait devoir ne pas y aller. Voilà, d'accord. C'est-à-dire, on avait plutôt envie d'y aller. Et puis, voilà. Donc, c'était, ça a toujours été plutôt clair, même si, effectivement, des fois, on est très content qu'il y ait le second, si je veux dire, notre moitié qui prenne le relais. Parce que c'est vrai que plusieurs fois, sur mes enfants, je me suis dit, heureusement que nous sommes deux.
Parce que je me suis dit, oui, jusqu'où j'aurais pu tenir pour ne pas par rapport à de la fatigue ou ouais, l'énervement. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. Les choses, en fait, où après une journée de travail, moi, dans le cadre de mon travail, où je supporte des enfants toute la journée, où effectivement, je vais supporter les choses chez les autres, et quand ce sont les miens, j'ai beaucoup moins de tolérance. Et le fait d'être à deux et d'avoir l'autre qui a un regard extérieur et qui comprend pas pourquoi je m'énerve moi à l'instant T alors qu'il n'y a pas de lieu d'être, c'est vrai que c'est quand même, ça permet en fait finalement de se remettre en question en permanence, voilà. Et je pense que notre rôle de papa finalement il n'est pas figé. Sinon il y aura un bouquin qui dirait être papa entre le premier jour et le premier mois c'est être comme ça, voilà. Non, il n'y a pas de recette miracle. Et qui on est d'ailleurs pour donner des conseils aux autres, voilà. On peut que partager une expérience. Pour toi, en tout cas, la mission du papa ou le contrat, il est fluctuant, quoi. Ah oui, complètement, parce que déjà tous les enfants ne sont pas pareils. Est-ce que t'as l'impression d'avoir vraiment une approche différente en fonction de tes 3 enfants? Ah ouais, complètement. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis d'ailleurs, même moi en tant que papa, j'ai complètement évolué. Comme on le disait tout à l'heure, il sera l'objet d'une autre émission, mais c'est vrai qu'entre le premier où on est dans la découverte, on est un peu fan, j'ai envie de dire, de tout. Et en plus, des fois, on est un peu peureux parce qu'on a peur qu'il tombe, on a peur, etc. Le deuxième, en fait, on a vu finalement qu'il n'y avait pas mort d'homme quand il allait tomber. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'on fasse attention ou pas, à un moment donné, il allait tomber. Donc c'est vrai que du coup, on laisse faire plus de choses au deuxième. Ce qui fait souvent et je l'entends effectivement souvent, que le deuxième, c'est un peu plus casse-cou de la famille en disant « Oh, celui-là, il est casse-cou. » Mais en fait, c'est peut-être parce que on l'a laissé faire plus de choses. Et on se rend compte que dans la plupart des familles, c'est celui qui va le moins à l'hôpital. Parce que, en fait, il fait des cascades, si j'ose dire. En tout cas, il prend des risques depuis qu'il est tout petit. Ce que nous, en tant que parents, on appelle risque quand on est devenu parent, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que non, l'attention n'est pas la même. Parce qu'en plus, voilà, moi j'ai pris conscience qu'on s'adressait à une personne. Voilà, pas un enfant, ça c'est une personne qui a des émotions, qui a plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui a changé entre donc ton premier, oui, complètement, où tu t'es un peu vierge de tout ça, et pour le deuxième, tu avais un peu plus conscience de cette notion que l'enfant n'est pas un vase vide qu'on doit remplir de connaissances, mais que c'est un être à part entière qui a ses besoins, ses envies. Et justement, comment toi ça se matérialise comment pour toi, c'est d'avoir pris conscience que voilà, un enfant il a des besoins, et que l'exemple souvent qu'on donne, effectivement, s'il pleure ou qu'il hurle, c'est pas juste pour nous casser les rouleaux, mais c'est parce que il souffre de quelque chose. Peut-être qu'il a pas mal physiquement, mais il est frustré de quelque chose. Et voilà, cette notion-là, depuis que tu l'as compris, ça a changé quoi pour toi? Comment tu le... on a essayé à partir de ce moment-là justement d'être plus attentif, effectivement, parce que c'est vrai que nous, le nombre de personnes, alors je parle plutôt de la génération avant nous, nos parents, qui nous ont dit « Oh, mais laisse-le pleurer, c'est bon, il va se calmer, etc. » C'est vrai que nous, on a toujours eu du mal. Alors je dis pas qu'on n'a jamais laissé pleurer nos enfants, mais on se donnait toujours un timing en disant on laisse pendant 5 minutes pour voir si vraiment, effectivement, il y a besoin d'une évacuation d'énergie, ou est-ce qu'effectivement il y a un mal-être quelque part. Voilà. Et d'ailleurs, ça a toujours été pour nous, on va dire, une sonde, ou en tout cas un thermomètre qui nous permettait de savoir si effectivement il y avait un vrai mal-être de notre enfant, ou si c'était juste en fait parce qu'à l'instant T, il y avait besoin. Donc je prends l'exemple de Maë qui des fois pouvait pleurer pendant 5 minutes, et là on allait le chercher, effectivement, ou en tout cas on allait le réconforter, qui s'endormait dans nos bras. Et puis il y a des fois en fait au bout de 30 secondes il allait crier peut-être pendant 15 secondes, et puis au bout de 30 secondes on l'entendait plus, et il était parti pour sa nuit. Donc voilà. Mais c'est vrai que Delphine surtout a lu des livres, donc elle a partagé avec moi des choses qu'elle a lues, tous les entourages qu'on a eus, et puis tout ce qui existe aujourd'hui quand même, parce qu'aujourd'hui on a un peu de tout, en fait fait que nous sommes les parents d'aujourd'hui. Voilà, je pense que la même situation il y a 30 ans, on aurait été des parents différents. Voilà. Et peut-être des parents dans 30 ans, on sera encore des parents différents. Une chose que je note, parce que quand j'en ai parlé avec Thomas dans les premières émissions, souvent nos compagnes sont des sources de savoir incroyables. Ma compagne a lu beaucoup de bouquins. Pour Thomas, Thomas, sa compagne, a acheté des bouquins et c'est lui qui les a lus. Et en tout cas, je pense qu'on
J'ai la sensation qu'on est une génération de transition, où on a connu une manière de faire, on tend vers une éducation qui, alors, le terme est des fois un peu galvaudé, mais de plus en plus bienveillante. Et il reste encore des reliquats c'est plutôt la femme qui apporte les ressources par rapport aux enfants. Et nous, en tant que papa, on suit un peu plus. Enfin, je sais pas si est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir cette sensation-là ? Est-ce qu'il y a un équilibre parfait par rapport à ça ? Ou est-ce que en ce qui concerne l'éducation des enfants, s'occuper des enfants, tu suis un peu ce que va dire Delphine ? Comment tu te positionnes ? Est-ce que tu as des moments où tu dis non, on va faire comme ça ? Enfin... Alors, moi, je dirais aujourd'hui, c'est plutôt Delphine, mon moteur. Voilà. Le moteur de notre couple et le moteur de nous en tant que parents. Effectivement, c'est plutôt ma femme qui le fait, parce que déjà, elle adore lire, chose que moi, peut-être par manque de temps, ou parce que par manque de... J'éprouve pas forcément beaucoup de plaisir à lire, à prendre du temps pour lire, même s'il y a des livres qui m'intéressent, etc. Hein, donc, mais c'est vrai que Delphine, elle lit tellement vite que je préfère qu'elle me fasse un résumé très concret. En plus, elle me connaît bien. Donc, et tu as confiance en son résumé. Ah oui, complètement. Oui, complètement. Oui, je sais que de toute façon, notre priorité à tous les deux, c'est nos enfants. Ce sont nos enfants. Ouais. Donc c'est vrai que l'objectif pour nous, c'est qu'on avance tous les deux. Alors effectivement, des fois, on n'avance pas au même rythme, mais c'est qu'on avance tous les deux et qu'on ait une éducation qui soit, comme tu le disais, bienveillante. Ça ne veut pas dire que les générations d'avant, nos parents, n'étaient pas forcément bienveillants, mais pas de la même manière. Et ce que nous, on appelait, ce que les gens appelaient bienveillant il y a 30 ans, oui, c'est pas la même chose. Ça n'est plus du tout la même chose aujourd'hui quand on parle de bienveillance, parce que aujourd'hui, c'est prouvé que un enfant, c'est une personne à part entière. C'est pas un mini-adulte qui est en construction et il va falloir qu'on lui apporte des connaissances. Pas du tout, il les a avant et c'est juste qu'il les développe ou il les développe pas selon les capacités qu'on lui offre. Je dirais en tout cas, de tout ce que j'ai pu voir, il y a un enfant est fait pour apprendre, il a la compétence pour apprendre et il a tout le système nerveux pour ça. Et souvent, il va trouver sa propre solution pour apprendre. Et de vouloir absolument calquer une manière de faire, des fois, on va presque le ralentir. En tout cas, j'ai pu vivre ça avec mes enfants, où ils me surprenaient souvent à avoir acquis des compétences et je sais pas comment. Et quand je veux leur transmettre quelque chose, c'est pas forcément le moment pour eux, donc ça passe pas, quoi. Oui. Alors moi, je peux donner un exemple. Donc ici, effectivement, dans notre ferme, on travaille un peu le bois, etc. Donc on a ce qu'on appelle une petite scie à chantourner qui permet de découper des motifs, etc. sur du bois. Donc je fais une animation avec les enfants, découper, etc. Ça, voilà. Maë vient depuis qu'il a 3 ans dans l'atelier pour voir toutes les machines. On ne lui a jamais refusé en fait d'utiliser les outils. C'est-à-dire que là où d'autres parents ont dit « Oh, prends pas un marteau, prends pas ça, etc. » On lui a jamais refusé. On l'a toujours accompagné lorsqu'il a envie d'utiliser. Et puis on s'est dit, s'il se tape dessus avec le marteau, il le tapera qu'une fois. Alors bien évidemment, on lui donnait pas la grosse masse qui pouvait faire du gros dégât, mais je veux dire, voilà, il a utilisé très tôt en fait tout ce qui était perceuse, etc. Mais on l'a mis dans des bonnes conditions. Et alors j'ai l'exemple très net d'un matin où je suis venu travailler au bureau qui se trouve dans ma ferme. Et j'étais à l'autre bout de la cour et je retourne vers 7h à peu près du matin, je retourne pour faire le petit déjeuner avec mes enfants et j'entends dans mon atelier en fait la scie à chantourner qui tourne. Et là je me dis il y a peut-être un animateur qui découpe des choses pour un grand jeu, etc. Je ne sais pas. Donc je vais quand même voir et je vais voir dans l'atelier et c'est mon fils de 5 ans qui est en train de découper des petites planches pour se faire des épées parce qu'il est sorti la colle à bois, et à aucun moment donné en fait je lui ai montré volontairement en disant tiens viens voilà je vais comment te ça montrer se passe, comment on découpe, etc. Pas du tout, mais là j'ai pris conscience en me disant je lui ai jamais montré, mais il a tout intégré parce que lui il avait envie de faire, carrément, et il ne s'est absolument jamais coupé. Et le pire ou le mieux dans tout ça, et là où il m'a impressionné, c'est qu'il découpe super bien. Donc c'est fantastique parce que finalement c'est un outil qui est pas du tout qui est pas du tout dans la vie de tous les jours, etc. Et il s'est retrouvé à le maîtriser juste en regardant les autres faire et en le faisant par lui-même, mais parce que à l'instant T où il l'a utilisé, il avait envie de le faire. Oui, il avait un objectif précis et il savait pourquoi il le faisait. Tout à fait. Alors après, quand tu dis que c'est pas un truc de la vie de tous les jours, une chose qu'on peut préciser, même certaines personnes l'auront compris, donc tu vis dans ta ferme, c'est une ferme pédagogique, et je pense que le cadre de vie qu'ont tes enfants est pas un cadre commun.
Oui, tout à fait. En tout cas, par rapport à la moyenne des Français aujourd'hui. Donc, tes enfants, voilà, ils ouvrent la porte, ils sont dehors tout le temps. Je les ai vus, ils se baladent partout, ils vont dans les champs. Voilà, ils ont la possibilité d'être à l'extérieur et vraiment de bouger tout le temps et de tester plein de choses et d'observer. Enfin, je pense qu'ils ont pu quand même t'observer, bricoler. Ils te voient constamment faire des choses, en fait. Ah oui, complètement. Et puis, Maë, ça a commencé tout petit parce que j'avais toujours quand même quand je prenais le temps avec lui le soir, donc à partir de 5h, 5h30, j'avais toujours mes animaux à nourrir, etc. Donc, Maë, quand il avait 6 mois, il venait, il était sur mes épaules et j'emmenais donner à manger aux animaux, j'emmenais ramasser les œufs des poules. Donc voilà, et puis j'ai fait pareil avec les autres enfants. Donc ils ont été bercés là-dedans. Donc, mais c'est vrai que je les emmenais parce que j'allais pas le laisser tout seul dans un coin ou dans une poussette au bord de la route, pas du tout, il était hors de question de ça. Mais après, on se rend compte que ils m'ont vu faire et ils ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre. Voilà. Et au début, c'est dur en tant que papa. En tout cas, l'idée au départ, justement, je me faisais en tant que papa, où j'allais être moi presque l'enseignant, en disant bon, allez, cet après-midi j'ai du temps, je t'apprends à enfoncer un clou tout de suite, voilà. Oui, parce qu'ils sont pas censés avoir le même planning que toi, quoi. Oui, complètement. Et puis il a même envie, je veux dire, un enfant que tu vas l'appeler pour lui dire tiens, alors, tout de suite tu plantes un clou, pourquoi faire, ça me sert. Moi j'étais en train de fabriquer une cabane avec des morceaux de branches, planter un clou, papa, ça me sert strictement à rien. Donc finalement je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il faisait pour nous faire plaisir, voilà. Et donc la plupart du temps ça se finissait par un échec, c'est-à-dire que il le faisait à l'instant T parce que j'étais là pour l'accompagner, mais finalement c'était pas ancré, il n'y avait pas de véritable apprentissage au fond. Donc c'est vrai que le fait aujourd'hui, dès qu'ils ont une demande, j'essaye d'y répondre. Bon, ils savent qu'effectivement j'ai pas toujours du temps, mais on essaye de prendre du temps pour dire bon allez, est-ce que ça te va si maintenant, ce que tu m'as demandé, on le fait ou pas? Des fois, c'est non, j'ai envie de jouer à autre chose. Ou des fois, ouais c'est carrément bien. Voilà. Okay. Donc, ils apprennent beaucoup mieux. Et le dernier exemple en date, c'est que Maë, qui aujourd'hui a 7 ans, et Elio, qui a 4 ans, il y a à peu près 2 mois, sont mis à faire du ciment pour faire une cabane. Voilà. Là, on n'est pas sur la cabane traditionnelle, direct qui part sur le ciment. Quoi. Dans un c'est le troisième petit cochon. Quoi. Tout à fait. Ouais. Dans un endroit du domaine, on a des vieilles briques qui datent d'avant qu'on soit là. Et ils sont allés chercher les briques et ils avaient vu quelqu'un au domaine faire du ciment, des joints, etc. de carrelage. Et donc, du coup, ils se sont mis à mélanger de l'eau, un peu de sable et tout. Et ils sont allés chercher tous les ingrédients pour faire ça. Bon, alors après, là où il faut se détacher des fois en tant que parent, c'est que ils l'ont pas forcément fait où on avait prévu. Donc ils se sont mis à coller des choses juste devant notre maison, sur les dalles de la maison. Donc bon, voilà, donc c'est pas toujours... Mais déjà, j'ai encore pris conscience une fois de plus de l'intelligence qu'a un enfant, contrairement à ce que on imaginait. C'est-à-dire que... Mais sur des choses peut-être moins... moins en lien avec la ferme, mais plus avec le commun des parents en France. Tu m'en avais parlé, ou Delphine m'en avait parlé. Maë, très vite, il s'est fait son petit déj tout seul, quoi. Ah oui. Parce que je pense que pour toi, c'est devenu du quotidien, mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Et d'avoir il avait, je sais plus à quel âge, mais je pense à 3-4 ans, comment utiliser la machine à café pour se faire son chocolat. Et m'avait rapporté, c'est une amie à nous qui était venue chez vous et qui m'avait rapporté, elle avait été sur le cul en voyant Maë faire son chocolat, faire son petit déj, et puis il était à table en train de lire un bouquin comme toi tu pourrais lire ton journal le matin. Et il avait demandé de l'aide à personne, quoi. Oui, mais en fait on leur a laissé faire des choses sans être laxiste, et pas parce que ça nous arrangeait, mais c'est vrai qu'on s'est dit plutôt qu'ils le fassent dans notre dos. Notamment nous on avait abandonné le micro-ondes, donc en fait on faisait chauffer quand même le chocolat avec donc la casserole et du gaz. Donc c'est vrai que quand ton fils attrape la casserole, on a tous un peu cette peur où il est sur la pointe des pieds, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance, c'est que Maë n'a pas parlé
très tôt, parce qu'il a parlé quand il est arrivé à l'école standard, 3 ans, il a commencé parce qu'il fallait qu'il parle pour les autres, mais avec ses parents, il communiquait, et surtout, en plus, il était complètement autonome, c'est-à-dire qu'il promenait les chaises dans toute la maison, parce qu'il avait besoin d'attraper ça, etc. Et donc, quand il avait fait chauffer effectivement, quand il avait 3-4 ans, qu'il faisait chauffer son chocolat chaud tout seul, sur le gaz, il savait comment allumer le gaz, il savait la quantité de lait qu'il devait mettre, il savait attraper la queue de la casserole pour mettre sur le feu, etc. Et donc, c'est vrai que c'était important qu'on lui explique que ça pouvait être un danger, mais qu'effectivement, il y a des précautions à faire, mais qu'il pouvait faire tout seul. Ouais, souvent, j'ai l'impression qu'on confond activité potentiellement avec des risques et activité compliquée. Je vois souvent des personnes ou des parents dire non, le fais pas, c'est trop compliqué. Je pense pas que de prendre une casserole, ce soit plus compliqué que de prendre un crayon de papier. Même prendre un crayon et écrire des lettres, c'est plus compliqué que de prendre une casserole. Par rapport à la motricité fine, etc. Mais ça fait plus référence aux peurs qu'on pourrait avoir, où avec un crayon de papier, il y a peut-être moins de risques qu'il se fasse mal qu'avec une casserole qui est chaude. Mais en soi, en termes d'apprentissage, c'est pas compliqué en fait. C'est pas plus compliqué. Je pense aussi c'est parce que lorsqu'on a peur de la casserole, etc., je pense qu'on a peur aussi des contraintes que ça apporte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à côté de lui. Ah oui. Il faut qu'on l'accompagne. Et à l'instant T où lui, justement, dans son apprentissage, il a envie de faire ça, des fois, on n'est pas forcément disponible. Donc, c'est vrai que plus Delphine que moi, mais on a essayé de le faire tous les deux, de les accompagner lorsqu'ils avaient envie de faire ça, des choses, parce que, justement, pour que le jour où il le ferait sans qu'on soit dans les parages, il n'y ait pas un drame, parce que il y a une chose qu'on lui a pas apprise. Donc, mais ça, c'est... ce que tu dis, c'est important. Et... je mettrai l'accent sur le fait que, effectivement, à certains moments, on va prendre plus de temps avec son enfant au moment où il va apprendre quelque chose parce qu'il a envie, etc. Mais si on a vraiment pris un temps de qualité avec lui au moment où il a envie, derrière, on gagne un temps fou, quoi. Ah mais par rapport, je donne l'exemple, faire les courses. Effectivement, ça peut devenir très très vite fastidieux parce que l'enfant, naturellement, il nous voit prendre des trucs dans les rayons, donc il a envie de prendre des trucs dans les rayons, mais au début, il sait pas forcément ce qu'il y a sur la liste de courses, donc il prend un peu au hasard, etc. Et d'avoir sur 2-3 fois, prendre vraiment le temps, en lui disant, tiens, tu vas m'aider, et tu vas aller chercher ça, et puis tu vas participer, tu vas être moteur. Effectivement, ça va demander des explications, mais sur toutes les autres fois, on va faire des courses. Oh là là, mais ça va être tellement plus simple, quoi. Tellement plus simple. Mais c'est surtout, il faut qu'on prenne conscience, nous, en tant qu'adultes, c'est que le temps, c'est un facteur de mesure que seuls les adultes ont, pas les enfants. Ouais, oui. Les enfants n'ont pas le facteur temps. C'est-à-dire que eux, quand ils sont capables de jouer pendant 3 jours à fabriquer des cabanes ou à jouer au Lego, au Playmobil, etc. Donc, c'est nous qui avons ce facteur temps. Et effectivement, aujourd'hui, on a quasiment tous des vies qui sont très rythmées, et le fait de prendre du temps avec nos enfants, ça demande des fois des contraintes qui à l'instant T, on n'est pas prêt de faire, et on préfère malheureusement ne pas expliquer à l'enfant et perdre, on va dire ne pas prendre trop de temps, mais un peu tous les jours, plutôt que finalement prendre beaucoup de temps un jour et pour après justement un peu comme l'exemple de Maë qui viennent pas te chercher au bout de la cour ou autre parce qu'il a envie de faire quelque chose. Alors je dis pas à tous les parents et à tous les papas qu'il faut absolument laisser son enfant manipuler les casseroles avec du gaz, etc. parce que nous ça n'a pas été notre volonté. On s'est pas dit bon allez c'est cool, il va pouvoir se faire son petit déj tout seul, parce que les peu de fois si vous fassent leur repas le soir, voilà, tout ça. Comme la scie à chantourner, comme le chocolat chaud, c'était pas une volonté de notre part, c'était pas réfléchi. Voilà, on l'avait accompagné. Aujourd'hui, on est très content qu'effectivement il y ait une autonomie derrière ça, même si ça apporte des fois des petites contraintes comme les endroits où ils peuvent faire leur mur, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je reviens sur ce facteur temps qui n'est que propre à nous en fait. Et finalement, si on regarde même au-delà de notre vie de papa, c'est que dans la vie de tous les jours, le facteur temps, il nous rythme tellement que même dans une boîte comme la mienne, quand on doit former un animateur, etc., on a tendance à des fois à le former de manière très rapide. Voilà. Même si ça va engendrer le fait de réexpliquer tous les jours pendant 10, 15, 20 minutes, répéter les choses peut-être pendant 6 mois comme ça tous les jours, plutôt que de prendre 2 heures, 3 heures et puis de dire bon voilà,
Ça se passe poser comme les ça. choses. Et puis voilà. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a un facteur qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Et je crois il faut apprendre à vivre avec. Et à partir du moment où on a pris conscience que de toute façon, on ne pourra jamais rien y faire, eh bien, autant qu'on profite de l'instant présent et qu'on permette à tous nos moments de vie presque d'être aboutis et pas de filer des trucs à des enfants parce que tiens, allez hop, un papier, un crayon, pas parce que c'est simple à faire, mais parce que c'est simple pour nous. Parce que voilà, il va être content, il va gribouiller 3 fois. Encore, c'est cool un papier, un crayon. Parce que des fois, ça peut être. Moi, je l'appelle un peu vulgairement le smartphone ou la tablette ferme ta gueule. Ouais, mais oui, complètement. C'est parfois. Voilà. Alors que y a dans la nouvelle technologie, il y a sûrement de très belles choses, voilà, qui vont permettre à nos enfants d'être évolués différemment. Mais effectivement, je veux dire, on l'a tous vu dans les restaurants ou dans les avions, l'enfant qui pleure, etc. Allez, bon, tiens, tu fais une comédie, tiens, regarde un film, et puis. La notion de tu fais une comédie, ça aussi, c'est un truc. Ah oui, complètement. Est-ce que, en tout cas, a priori, de ce que disent les pédopsychiatres, etc., il n'y a pas vraiment de comédie, il y a plus vraiment un besoin qui est pas assouvi ou une peur qui est là. Et je pense que pour faire une comédie, il faut avoir quand même une conscience forte de ce qui se passe et savoir maîtriser ce qui se passe autour de soi. Enfin, il faut avoir une intelligence émotionnelle forte pour faire une vraie comédie, parce que faire une comédie, ça veut dire que tu contrôles et tu veux, tu veux maîtriser tout. Alors, évidemment, il y a des enfants qui ont constaté que quand ils pleurent, ses parents arrivent. Mais s'il a besoin que ses parents arrivent, c'est parce qu'il y a un besoin. Après, effectivement, si on dit tout de suite à son enfant, tu fais une comédie, et qu'on lui dit de se calmer comme ça, sans avoir écouté le besoin, peut-être qu'il va se poser une fois, mais ça risque de revenir, quoi. D'ailleurs, c'est un terme qui parle même pas aux enfants, ça. Tu fais une comédie, tu fais une colère, enfin... Effectivement, on est d'accord, quand l'enfant pleure, de toute façon, c'est qu'il exprime quelque chose. Un mécontentement, il est frustré, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours différent d'un enfant à l'autre, il pleure pas pour les mêmes raisons. Mais aussi, les enfants sont... Je veux dire, ils sont aussi dans leur construction d'apprentissage, et donc du coup, à un moment donné, quand il a compris, comme malheureusement une vulgaire souris de laboratoire, que lorsqu'il pleurait, il avait ce qu'il avait envie, ou que quand il pleurait, il avait accès au téléphone, effectivement, il pleure pour avoir accès au téléphone. Voilà. Et puis il y en a d'autres, dans d'autres familles, en fait, ils vont avoir accès au téléphone, mais ils vont verbaliser. Est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît, etc. Et puis il y a d'autres familles qui vont lui demander pourquoi il en a besoin, et l'enfant va être capable de verbaliser pourquoi il en a besoin et qu'est-ce qu'il aimerait faire avec. Voilà. Donc c'est vrai que... il n'y a pas de familles qui sont exceptionnelles et puis de familles qui sont minables. C'est que chacun fait comme il peut. Mais après, je pense qu'effectivement, il faut juste avoir conscience que tout ça, ça peut être des outils ou des armes. Voilà. Et c'est un peu fort le terme arme, mais c'est vrai que des choses qui peuvent se retourner un peu contre la vie de famille, même pas parents, mais vraiment la vie de famille. Voilà. Parce que c'est vrai que, je reprends l'exemple de la famille qui est au restaurant. On se demande pourquoi d'ailleurs ils vont au restaurant avec leurs enfants, puisque de toute façon ils n'adressent pas la parole à leurs enfants, puisque les gamins sont sur la tablette toute la soirée, et ils regardent des films. Voilà. Parce que concrètement, les gamins se les gonflent d'aller au resto. Donc, puis je pense que c'est aussi, et là je fais une transition sur... Nous, toi en tant que papa, comment tu trouves aussi du temps pour toi et pour t'évader, mais quitte à avoir besoin d'un temps pour soi, autant payer une garde ou une nourrice pour avoir un temps en couple, parce que si l'enfant vient au restaurant, tu veux lui payer son repas, donc autant payer une garde si vraiment c'est... Oui, non, et puis en plus... si c'est vraiment un aspect financier. En plus, tu parlais justement comment on fait pour prendre du temps pour nous. Alors je dis nous parce qu'il y a nous déjà en tant que papa, et puis il y a nous en tant que couple aussi, parce que c'est important de ne pas perdre, et ça on le dit jamais assez, mais de ne pas perdre cette vie de couple. C'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, de personnes oublient un peu leur vie de couple au détriment justement de leur vie de parents. Voilà, je veux dire... Justement, tu as répété plusieurs fois que pour vous, la priorité, c'est les enfants. Donc il y a dû avoir quand même cette question qui s'est posée de temps en temps, ou peut-être vous avez été trop loin dans le fait de mettre les enfants en priorité.
par rapport à... Est-ce que non, vous avez réussi à avoir cet équilibre? Non, pas tant que ça, parce que depuis que Maë est tout petit, on s'est jamais bloqué justement. Quand on était invité à droite à gauche, on s'est pas dit non, c'est l'heure de sa sieste, on va pas le faire, etc. Donc non, je crois pas on a toujours justement eu conscience de se dire voilà, on a fait un enfant, mais on veut qu'il vive dans une famille qui est épanouie. Et qu'est-ce qui est le mieux pour être épanoui pour nous, à notre vision bien évidemment, c'était qu'effectivement nous en tant que couple, on continue à exister, voilà, et qu'on ne devienne pas du jour au lendemain, un homme, une femme en couple, à une maman et un papa en couple. Voilà. C'est qu'on voulait être tout à la fois, et donc c'est pas toujours évident. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir au temps qu'on arrive à s'octroyer, c'est important pour nous, pour moi en tout cas, qu'on se prenne du temps, déjà tout seul. Parce que, en fait, on a tous des passions qui sont des fois différentes. On n'a pas forcément la même passion que sa femme ou que son mari. Donc, des passions complètement différentes qui nous permettent déjà de nous épanouir autrement. Voilà. Qui font que, quand on est papa, on est aussi épanoui parce qu'on fait autre chose que notre passion. Et puis aussi, quand on est amant ou mari ou femme, effectivement, on s'épanouit autrement. Donc, à partir du moment où on a ces facteurs-là qui arrivent à être plutôt équilibrés, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est, j'ai envie de dire, sain pour tout le monde. À condition, bien sûr, que tout le monde puisse le faire. Que ce ne soit pas un des deux dans le couple qui prenne la part de l'autre et qui l'autre soit toujours avec les enfants et puis n'ait pas du tout de temps pour s'évader. Et toi, tu prends du temps pour quoi et tu fais quoi? Tu t'évades comment? Qu'est-ce que tu... En dehors de ma vie de famille. En dehors famille... Et même en dehors boulot, peut-être. Alors, en dehors, malheureusement, en dehors boulot, c'est toujours très compliqué parce que j'ai un travail qui est très prenant, mais à la fois, c'est aussi ma passion. Ouais. Voilà, le fait de gérer des enfants, de créer des séjours, etc., ça m'a toujours plu et aujourd'hui, ça me plaît encore et c'est vraiment une passion, donc j'adore ça. Mais c'est vrai que dans le cadre de mon travail, j'ai la possibilité, donc comme tu l'as dit, donc on habite sur la ferme, on a tout le matériel, donc je peux très bien m'évader, faire du bois, faire du tour à bois, faire d'autres choses, parce que j'ai envie à l'instant T, justement, au même titre qu'un enfant a envie de faire une cabane à l'instant T, j'ai envie de faire ça. Et voilà, quand c'est possible, parce que bien évidemment il y a des facteurs extérieurs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau famille aussi, je vais pas partir en me disant tiens c'est la douche de mes enfants, j'ai envie d'aller faire un truc dans l'atelier, je m'en vais. Mais voilà, on essaye de se donner du temps comme ça. Et juste en étant en allant encore plus concrètement en fait, je sais pas, qu'est-ce que pour toi, prendre du temps pour toi, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est prendre une demi-heure dans la semaine? Est-ce que c'est prendre... Enfin, tu vois, est-ce que tu ressens... déjà, est-ce que tu ressens un besoin fort d'avoir des temps pour toi? Et si oui, pour toi, qu'est-ce qui est nécessaire pour ton bien-être, en fait? Alors, ça peut dépendre des semaines, en réalité. C'est-à-dire que je me suis pas dit, toutes les semaines, il faut que j'ai une demi-heure pour moi pour faire ci ou ça. Depuis l'année dernière, je me suis remis à faire effectivement du sport le mercredi soir, donc c'est vrai que ça c'est un temps que je m'octroyais plus. Et c'est vrai que tu bouges pas du tout physiquement à la ferme. Oui, mais c'était différent parce que c'était pas dans le cadre du travail, donc c'est vraiment complètement différent. Et moi aussi, au début, je me dis, de toute façon, du sport, j'en fais tous les jours, c'est bon, je porte des bottes de foin, je me balade, je cours, je fais des kilomètres, mais c'est complètement différent. Donc, du coup, le fait que je puisse faire ça, ça me permet de m'évader. Ça me permet de faire quelque chose qui me plaît aussi, voilà, et puis d'aller aussi à l'extérieur et de faire autre chose. Delphine fait pareil de son côté, donc c'est vrai que déjà on a un équilibre aussi de ce côté-là. Alors c'était pas je fais du sport si tu fais du sport, pas du tout. Je veux dire, on a naturellement tous les deux, on s'est mis à faire ça. Après, il peut y avoir des semaines où, par exemple, la contrainte du bureau va être trop lourde pour moi, où j'aurai envie justement de prendre du temps pour moi, pour me retrouver, pour faire des choses que j'ai envie. Donc c'est pour ça que régulièrement j'ai des projets en route et j'ai envie de faire des choses, de monter des meubles, de créer un séjour. T'adaptes et t'adaptes en fonction des besoins que tu peux avoir. Et est-ce que tu as l'impression de bien ressentir, enfin de bien écouter les besoins que tu as? Est-ce que tu t'es amélioré par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été vraiment sous pression et ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui t'ont aidé? Je sais pas. Alors, aujourd'hui, je dirais que j'évolue tous les jours.
Ouais, je pense qu'effectivement, je vais encore évoluer en 2020. Donc, je te le souhaite. Oui, merci. Et du coup, c'est vrai que depuis que j'ai repris moi, ma ferme, donc ça fait maintenant presque 11 ans, il est vrai que j'ai complètement changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais 25 ans, l'objectif pour moi, c'était de travailler. Voilà, de travailler. Et puis j'avais vu mes parents... Voilà, j'ai reproduit ce que mes parents ont fait. Hein. J'ai vu mes parents travailler toute leur vie. Mon père travaillait aussi samedi, dimanche, etc. Et je me suis dit, ça sera comme ça. Je meurs et je reviens. Donc, excuse-moi, tu disais que tu avais vu tes parents qui étaient vraiment boulot, et tu avais tendance à reproduire ça. C'est ça. Ouais, au début, oui, effectivement, l'objectif, c'était ça. Pour moi, c'était de travailler comme un fou. Et puis, c'était valorisant aux yeux des autres parce que, effectivement, j'étais un travailleur qui comptait pas ses heures, etc. Même si je l'ai toujours fait de manière passionnée, mais je le faisais aussi parce que il y avait ce côté un peu, j'ai envie de dire, égocentrique qui faisait que les gens trouvaient ça super, du fait que je travaille. Voilà. Aujourd'hui, je travaille pas forcément moins, mais je travaille peut-être différemment. C'est-à-dire que j'ai réussi à me rajouter déjà plein de choses, parce qu'au début que j'ai repris, j'étais pas fermier. C'est-à-dire que j'avais des animaux, mais ils n'étaient pas à moi, c'était encore l'ancien propriétaire qui les avait, donc il s'en occupait encore une partie, donc je les avais pas complètement. Je conduisais pas de car, j'avais pas d'abeilles. Donc finalement, en fait, j'ai dû apprendre au fur et à mesure que mes besoins, en tout cas, parce que tout ça, ce sont des besoins que j'avais envie. Tout ça en créant ta famille ? Tout ça en créant ma famille. J'avais envie, en fait, d'avancer là-dedans et de m'épanouir aussi sur tout ça. Et aussi d'emmener ma famille là-dedans. C'est-à-dire que d'emmener ma famille dans le rôle des abeilles sur la planète, d'emmener ma famille dans... On produit notre propre farine bio, d'emmener la famille dans... On va ramasser des œufs et on sait ce qu'on a donné à manger à nos poules pour manger les œufs. Donc tout ça, enfin, ce sont des choses qui ont été faites pas du tout en me disant je vais faire ça pour travailler, mais je vais faire ça en fait pour que notre famille, eh bien, en fait, on sache ce qu'on mange et on prenne soin de notre famille. Voilà. Donc, d'autant plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que tous les moments, vu de l'extérieur, les gens pourraient dire oh là, tu travailles tout le temps, et puis quand est-ce que tu prends du temps pour toi? Mais en fait, il y a tout ça. Pour moi, c'est prendre du temps pour moi. Ok. Voilà, tout ça, c'est prendre du temps pour moi. Quand je conduis mon car, je suis super content d'aller à Paris chercher les enfants. Même si c'est dans le cadre de mon travail, je suis content de revenir. C'est une fierté pour moi de les ramener en car. C'est une fierté de les emmener visiter ça. C'est une fierté d'avoir des abeilles, de leur parler des abeilles, de leur montrer les ruches, de leur faire goûter du miel, de leur montrer comment fonctionne un moulin à farine. Tu soulignes l'importance d'avoir la chance et d'avoir fait le choix d'un métier qui te plaît, quoi. Ah mais complètement. Aujourd'hui d'ailleurs, je le dis haut et fort, c'est que si c'était à refaire, je pense que je le referais pas. Tout ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire reprendre cette ferme avec la masse de travail que ça représente, si j'avais su ça au départ, je pense que j'aurais eu peur. Voilà, aujourd'hui en fait je suis parti à fond dedans, j'ai construit au fur et à mesure des outils, et encore mes outils sont pas tout à fait au point parce que je pourrais encore prendre plus de temps, notamment pour mes enfants. Voilà, donc l'année dernière on s'était calé pour que tous les dimanches je les prenne, pour au moins, alors je les prenne, c'est un grand mot, mais en tout cas que tous les dimanches midi je mange avec mes enfants, parce que la plupart du temps je mange avec les enseignants. Donc quand j'ai des classes qui viennent aussi le dimanche, je mangeais avec les enseignants et pas avec mes enfants. Donc voilà, donc je mange avec mes enfants tous les soirs, avec Delphine aussi, ma femme, tous les soirs. Mais c'est vrai que le midi, ma priorité était à mon travail. Donc cette année, on s'est dit, voilà, il fallait que le dimanche, je sois là pour mes enfants et pour ma femme. Voilà, donc pour ma famille. Donc voilà. Et donc on a augmenté ce moment de partage. Et puis j'ai pris plaisir aussi, chose que j'avais pas avant, et c'est très important, j'ai pris plaisir à partir en vacances. Ah, ok. Ouais, ça c'était des choses où j'ai toujours aimé partir, mais si on partait pas en vacances, c'était pas grave. Voilà, pour moi, je parle pas en tant que famille, mais pour moi c'était pas grave parce que en fait je m'éclatais dans mon boulot. Donc pour moi c'était pas une contrainte de rester et de travailler 365 jours par an. Mais dans le cadre de notre famille, c'est vrai que mes enfants me voient courir tout le temps, à m'appeler papa dans la cour, etc., où je leur dis, je dis toujours, le mot le plus que je dis à mes enfants, je crois qu'ils vont avoir entendu, moi, c'est j'arrive. Voilà. D'accord. Et malheureusement, en fait, c'est quand je dis j'arrive, c'est que je suis en train de faire quelque chose, et donc je peux leur dire 4, 5, 6, 7, 10 fois j'arrive. Est-ce que par rapport à ça, tu as réfléchi, pas à dire un autre mot, mais à comment tu pourrais
comment tu pourrais peut-être améliorer ça, quoi. Parce que donc ça veut dire qu'il y a une attente de leur part qui est peut-être plus ou moins forte en fonction des jours. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu pourrais peut-être... je réfléchis en même temps que je te parle, mais oui. Leur dire, en fait, j'arrive pas, parce que je suis en train de faire ça. Et on en parlait en off, même au-delà des enfants, de dire, je suis pas dispo là, mais je vais être disponible là. Enfin, voilà, oui. Une idée que... Ça, j'y pense. On en a parlé effectivement en off, et c'est quelque chose qui justement, pour 2020, va me faire encore évoluer. Et je vais mettre on va dire en application, mais c'est surtout que je crois qu'aussi le mot j'arrive, je pense que je le dis de manière très automatique. Oui. Voilà, c'est-à-dire quand j'entends papa dans la cour, je dis j'arrive. Tu sais pas pourquoi, mais t'arrives. C'est ça, j'arrive. Donc c'est vrai que du coup, dans la tête d'un enfant, quand on dit j'arrive mais j'arrive pas, voilà, c'est compliqué. Et donc quand Maë notamment, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, a dit à Delphine, donc à ma femme, que papa il est jamais vers nous. Je crois que cette sensation en fait le fait que je sois jamais vers lui, c'est même pas une sensation, je crois, physique du fait que je sois pas vers lui, c'est qu'en fait du fait que je lui dise que je vais être vers lui, parce que je lui dis j'arrive, mais finalement je n'y suis pas. Parce que je suis court-circuité par plein de choses, que je me laisse court-circuiter aussi. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'en ai conscience, chose que je n'avais pas conscience au départ. D'accord. Où je le faisais de manière automatique, où n'importe qui venait me parler dans la cour, il y a ça à faire, ah ouais, tiens, bon, moi je fais ça, puis il y a ça à faire, ah ben je vais faire ça, et puis au final, on se rend compte que, 1, je n'étais pas efficace, 2, finalement, moralement, c'est quand même pas bon, parce qu'on se retrouve à avoir plein de choses à faire, que ce soit en tant que papa ou en tant qu'individu à part entière, en tant que chef d'entreprise, ou voilà, plein de choses à faire, et qu'au final, on n'a pas fait ce qu'on aurait aimé, et en plus, comme on est irritable, parce qu'on est déçu de ce qu'on a fait, ça peut se rejouer dans la vie de famille, où quand nos enfants vont être un peu plus dynamiques, si j'ose dire, que d'autres fois, à ce moment-là, en fait, on n'aura pas la patience qu'il faut, parce qu'on est dans un état d'esprit qui n'est pas une énergie positive, qui est plutôt négative. Voilà. Oui, d'avoir, quel que soit... Enfin, je pense que tout humain qu'on est, même si c'est des sujets complètement différents, si le sujet 1 t'a déçu, quand t'arrives sur le sujet 2, t'arrives pas neutre, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que, du coup, Delphine m'avait fait souvent remarquer qu'elle adorait quand je revenais en sifflant. En sifflant ou en chantant, parce que, pareil, c'est un automatisme, je me mets à chanter, voilà. Mais quand j'arrive comme ça, elle sait que, c'est bon, il est content. Et je pense que cette énergie que j'apporte, positive, en fait, du coup, l'énergie positive que peut avoir Delphine, que peut avoir Maë, que peut avoir Elio ou Lou, du coup, on part tous dans une énergie hyper positive, où on passe des moments super sympas. Et d'ailleurs, ça se retranscrit souvent avec un repas qui est plutôt hyper calme et hyper discuté, contrairement à un moment donné où on est un peu speed, où tout le monde se lève, personne n'est à table, etc. Voilà. Donc c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on essaye de plus en plus de prendre conscience de tous ces petits automatismes qu'on prend en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, et qui font que ça nous court-circuite, en tout cas, plus que ça nous aide à avancer. Bon, je te souhaite en 2020 de siffloter tous les jours. Ouais, je me le souhaite aussi. On arrive vers la fin de l'émission. Je parle souvent d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Histoire de Daron, dont je me suis très largement inspiré, et c'est quelqu'un qui interviewe aussi des papas. Il pose une question de qu'est-ce que tu auras envie de dire à tes enfants quand ils seront plus grands. Là, j'aimerais bien te poser la question, qu'est-ce que, là maintenant, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as vu, etc., si tu pouvais voyager dans le temps, tu reviens avant d'être papa, qu'est-ce que tu aimerais dire à Anthony d'il y a 10 ans à peu près, en fait, sur, je sais pas, tes choix professionnels, tes choix familiaux, enfin, est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé savoir, ou que tu aurais aimé faire autrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu te prévenir? Oui. Ouais, moi j'aurais voulu me dire, donc avant d'être papa pour la première fois, j'aurais voulu me dire que, attention, là tu vas être papa, voilà. Mais fais attention, en fait, tout ce que tu as pu engranger de tes parents, en fait,
remets tout en question, voilà, et pars en fait sur des bases qui sont les tiennes. Et ton fils là, voilà, c'est pas un enfant en fait, c'est un être qui a plein de potentiel, et donc fais-lui confiance dans tout ce qu'il va apprendre. Parce que de toute façon, en fait, voilà, c'est comme ça. T'auras beau faire tout ce que tu veux, de toute façon, ça reste un être humain. Et donc, tu ne seras pas l'enseignant, mais tu seras plutôt, en fait, comme j'ai souvent entendu, tu vas lui montrer. L'accompagnant, peut-être. Voilà, oui, tout à fait, l'accompagnant. Tu vas lui montrer. Tu vas pas lui apprendre, mais tu vas lui montrer. Voilà. Et donc tu ne vas pas, tu n'as pas de, en fait ça nous déculpabilise du fait de la, de la réussite, parce qu'on peut pas la juger du coup cette réussite. On peut pas juger pour dire c'est bon, il a 6 ans, il sait lire, ou il a 5 ans, il sait lire. Parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait, on juge les enfants. Ce que tu soulignes là, ça peut être en fonction de comment tu le vois, ça peut être décontractant ou stressant. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me disent mais comme je sais pas sur quel je peux pas évaluer comment ça évolue, y a pas de notes, y a pas de choses comme ça, comment je fais, je sais pas s'il évolue. Alors, et ça me fait peur, par exemple. Moi, je pense, est-ce que je fais les bonnes choses, par exemple? Moi où j'ai pris conscience de ça, c'est qu'en fait l'adulte manque de confiance en l'enfant. En gros, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'un enfant, de toute façon, on dit souvent d'ailleurs l'expression un enfant mourra jamais de faim, mais en fait, il va jamais mourir de manque d'apprentissage ou autre, parce qu'il ira apprendre ce dont il a besoin. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlais de la lecture, mais je pense que c'est pas. On a été peut-être trop habitué dans notre système actuel avec des âges, avec des apprentissages à un âge précis. À 6 ans, il faut qu'il apprenne à lire, à 7 ans à compter, etc. Je crois qu'en fait, l'enfant, il va apprendre à lire quand il en aura besoin. S'il en a jamais besoin, il ne apprendra jamais à lire. Je prends l'exemple des populations qui sont encore les peuples premiers, qui existent encore un peu aujourd'hui quand même dans le monde. Ils ne savent pas forcément lire. Et ils n'en ont pas besoin, puisque sans lire, ils savent quelles plantes ils peuvent manger, quelles plantes ils vont faire ça, etc. Donc c'est vrai que c'est les besoins, selon les besoins dont on a besoin. Et pas le besoin d'adulte qui va dire à l'enfant, t'as besoin d'apprendre à lire, t'as besoin de... Non, voilà. Ça peut être, quand tu parles de besoin d'adulte, c'est ça, d'identifier qu'en tant qu'adulte, on lui dit il faut que tu apprennes à lire, mais parce qu'on a besoin souvent en tant qu'adulte d'être rassuré en se disant... Bien sûr. Voilà, on sait que dans notre société, c'est vrai que si on sait lire, écrire et compter, ça ouvre quand même beaucoup de choses, mais... Oui, mais surtout à un âge précis, on est resté bloqué. C'est-à-dire que effectivement, on a une envie aujourd'hui dans notre vie, ce qu'on appelle la vie civilisée, c'est apprendre à lire, compter et même apprendre. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, nos enfants, ils vont être capables de le faire. Sauf que nous, ce qu'on veut, la plupart du temps en tant qu'adulte, c'est qu'ils sachent lire en même temps que tout le monde. Parce que sinon, on a l'impression qu'il est en retard et qu'il ne va pas être dans la norme. Au même titre qu'un enfant qui ne parle pas, qui ne va pas parler à 3 ans, on s'inquiète souvent en disant « Ah mais oui, mais mince, comment ça se fait? Le mien, il ne parle pas. » Voilà. Et j'avais souvent parlé donc, avec un psychomotricien qui, quand nous, en tant que parents, pour la première fois, on se pose des questions quand Maë ne parlait pas, ou il parlait, mais je veux dire, il communiquait pas tellement plus précisément que ça, là où d'autres enfants avaient des syllabes et avaient des questions, au même âge, et on nous avait répondu très simplement que l'enfant n'avait pas besoin de communiquer puisqu'il se débrouillait. Et Maë, effectivement, il déplaçait toutes les chaises pour aller chercher le chocolat, pour aller chercher son doudou qui était perché, etc. Il déplaçait, donc il n'avait pas besoin de communiquer. Et effectivement, à partir du moment où il a eu besoin de communiquer, et c'est pas nous qui lui avons appris, c'est quand il arrivait à l'école, où là, il était bien obligé de communiquer avec les autres, parce qu'il ne comprenait pas les gazouillis qu'il pouvait faire. Donc voilà, donc les enfants s'adaptent très bien. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on manque de confiance en eux, et on a envie que ce soit des futurs adultes, et pas des enfants. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Ce sera peut-être le titre de l'émission. Très bien. En tout cas... Merci beaucoup, Anthony. Merci, Pierre-Yves. C'était riche, j'ai appris plein de choses, je te remercie. Un mot pour terminer, donc à nouveau, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une bonne année. Je commence à le dire maintenant parce que j'avais pas du tout l'habitude, mais n'hésitez pas à partager l'épisode, si ça vous a plu évidemment, à laisser des commentaires, pareil, ça fera remonter l'émission dans les classements, voilà, ça permettra aux gens de la découvrir.
Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à commenter sur Facebook. Maintenant, j'ai créé un Instagram aussi pour Papa Parle. À poser vos questions, peut-être. Si vous avez des questions particulières sur le rôle du papa, des choses qu'on a... Soit des choses qu'on n'a pas abordées, soit des choses qu'on a abordées, mais pas de la manière que vous auriez aimé, ou alors si on a dit des énormes conneries, pareil, il faut pas hésiter à nous le dire, ou en tout cas à échanger par rapport à ça. On sera vraiment très content d'avoir des retours. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Alors, on n'a pas encore trouvé notre rythme de croisière. J'aimerais réussir à ce que ça soit tous les 15 jours, et dans l'idéal même toutes les semaines. Voilà, il y a les sujets, ça c'est sûr et certain. Je commence à avoir pas mal d'idées d'invités, etc. Donc voilà, j'aimerais tendre à ce que ça soit hebdomadaire. Voilà. Encore une fois, merci Anthony. Merci Pierre-Yves. Et à bientôt pour Papa Parle. Je suis ton père.